Bah oui, la vie. Non, mais la vie est super. Après, on va peut-être pas parler. Voilà, merci beaucoup. Non, mais moi, je trouve ça bien d'avoir un micro comme ça. Là, c'est un peu sympa. Voilà. Allez, faut que j'arrête de faire des bruits de bouche parce que ça va être insupportable. Bonjour à toutes, à tous et à tous celles qui savent que les boutons des vêtements dits féminins et dits masculins sont inversés. Oui, c'est fou, non? Allez, bref, vous écoutez Contrôle Z, le podcast qui refait le monde et l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Et je ne sais pas qui a décidé de rendre ce mois de janvier complètement absurde, mais la personne s'est vraiment fait plaisir. Ah non mais moi je suis naïf, je finis le dernier épisode en disant nien nien, les galettes des rois à la framboise, c'est dégueulasse, mais ferme ta gueule. Ah non mais ferme ta gueule. Non mais là les gens ils se sont concertés pour nous chier dessus en même temps. Et heureusement, et elles sont comme les lingettes WC pour bébé dans cette actualité de merde. Hippo et Elias sont avec moi, bonjour. Alors oui, on fait des blagues sur le caca aujourd'hui parce que c'est toujours plus inoffensif que les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, de quoi qu'ils vont parler les gaunes? Bah je vous le dis tout de suite, sommaire. 2 ans déjà qu'elle a pris la résolution de prôner la révolution. Hippo, contre quoi pousseras-tu ton coup de gueule? La neige ou plutôt l'ice? J'ai le même jeu de mots dans 4 secondes. Sa mère a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans sa voix. Val, qu'est-ce que tu nous chanteras? Mais que c'est mignon tout plein, et ben écoutez, ce mois-ci, je vais vous chanter la fin d'MTV et plus précisément faire un contrôle Z sur l'apogée de la chaîne, époque à laquelle l'industrie musicale priorisait sans vergogne l'apparence au détriment des voix. Puis je vous parlerai de Binous juste avant de rejoindre celui qui aime s'engager sans modération. Elias, de quoi parlerons-nous au Café du Commerce? Aujourd'hui, nous parlerons du bordel que Trump fout sur le continent américain. Nous finirons par le retour d'une chronique qui vous a infiniment manqué le mois dernier. Marie, quel sera ton mot de la fin? Coucou, oui, en effet, pas de chronique de ma part dans l'épisode précédent, mais vous savez quoi, ma non-présence m'a donné l'idée du mot de la fin de ce mois-ci finalement. Et oui, on parlera d'absence. Libérée et délivrée, cette reine ne parlera pas de neige comme elle vous l'a dit dans le sommaire, mais de l'ice. On écoute le coup de gueule d'Hippo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Bonjour mes stars, comment allez-vous? Tout d'abord, une merveilleuse année à vous tous et j'espère que cette année sera épanouie pour vous. Bon, Dieu merci, ce mois de janvier qui était plus long que les 2 quinquennats de Macron cumulés vient de se finir avec lui par la pluie incessante, les journées extrêmement courtes, les actualités horribles et on l'espère aussi la fin des meurtres commis par l'ICE. L'ICE Immigration and Custom Enforcement, qui est la police états-unienne de l'immigration et des douanes, créée en 2003, peu après les attentats du 11 septembre 2001, pour lutter principalement contre le terrorisme. Déjà à l'époque, il s'agissait d'une réponse très sécuritaire et pas très portée sur les droits humains. Et quand le gros monsieur fasciste orange est arrivé pour son second mandat à la Maison-Blanche, il s'est empressé d'augmenter considérablement le budget de cette agence fédérale qui est maintenant quasi exclusivement chargée de lutter contre l'immigration clandestine. Par lutter contre l'immigration clandestine, comprenez déporter en masse des centaines de milliers de personnes dans des camps abominables où vivent ces personnes dans des conditions de vie indécentes et contraires à la dignité humaine. Bien. Les personnes arrêtées et détenues par l'ICE sont des personnes ne possédant pas la nationalité américaine et forcément ce sont toujours les personnes racisées qui prennent en premier. Les populations sud-américaines sont en première ligne contre l'ICE. Vous avez forcément vu les vidéos des gens se faisant arrêter dans la rue par ces agents de façon ultra violente. L'ICE est une milice à la botte du gouvernement, soutenue quoi qu'il arrive par le gouvernement dans le but d'instaurer un climat général de terreur et de peur. Le 7 janvier 2026, l'ICE a tué Renée Nicole Good, femme queer de 37 ans qui était garée un peu en travers de la porte à Minneapolis. Gros délit. Elle a été interpellée par des agents de l'ICE lors d'une opération de contrôle et elle a été abattue par 4 balles. Sa mort est un meurtre commis par la police, une agence fédérale des États-Unis dont le monsieur orange fasciste est très très grand fan. Son meurtre a été filmé et les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Cela fait donc plusieurs semaines qu'une partie de la population est en colère contre l'ICE et demande sa dissolution. Mais à l'annonce de la mort de Renée Nicole Good, les rues de Minneapolis se sont embrasées. Le gouvernement états-unien a bien évidemment déclaré que Good était la méchante de l'histoire et que l'ICE n'avait fait que de se défendre. Le pays est donc divisé entre ceux qui sont contre l'ICE et veulent
la fin de cette police tortionnaire, et l'autre camp, toujours plus autoritaire, qui prône le fascisme. Quelques jours plus tard, le 24 janvier, une deuxième personne est tuée, toujours à Minneapolis, par cette fois-ci l'US Customs and Border Protection, l'agence fédérale aussi qui intervient avec l'ICE, Alex Pretty, infirmier de profession qui filmait une opération de contrôle. Il a été immobilisé par des agents et a été tué également de plusieurs balles alors qu'il ne présentait aucun danger. Même réaction du camp républicain qui disent que Pretty présentait un grand danger car il portait une arme à sa ceinture, arme dont il ne s'est pas servi. Et c'est la première fois que les républicains sont contre le port d'armes, manifestement. Depuis près d'1 an maintenant, l'ICE terrorise, arrête, déporte, violente, tue les populations dans le but toujours d'installer un régime fasciste et de supprimer toute contestation. On est en colère, on est tellement en colère de ce qui se passe, de toutes ces arrestations, de ces déportations, de ces meurtres, de ces fascistes de merde. Et même si on a parfois l'impression que quelques mots sont dérisoires face aux tragédies qui se passent, il ne faut pas se taire, il faut continuer de parler haut et fort, continuer de s'informer, de résister comme on le peut face à la montée du fascisme pour que jamais celui-ci n'ait le goût de la normalité et qu'on ne normalise pas les polices de l'immigration hyper violentes. La plupart des espèces animales migrent, mais l'homme en serait exemple bizarre. Parce que rappel, on vit sur un gros caillou qui flotte au milieu de l'univers, qui tourne autour d'une boule de feu. Donc le concept des frontières, j'avoue que je sais pas trop. On pense aux victimes, on emmerde l'ICE, on emmerde Capgemini d'ailleurs, par ailleurs, son gouvernement et tous les gens qui les soutiennent, on les emmerde aussi. Et pour rappel, personne n'est illégal sur une terre volée. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Period. Bravo Hippo, merci beaucoup. Et je vais faire saturer mon micro. Non mais merci pour cette chronique qui nous donne vraiment envie de crier ACAB à chaque instant. Je crois que je me suis retenu. Alors je crois que tu voulais nous faire réagir un petit peu. Tu avais voilà. Donc oui, je vous ai demandé de préparer quelques questions, voilà, histoire qu'on échange, qu'on débatte, parce que l'actualité ce mois-ci a été particulièrement lourde. Et donc l'idée c'était que chacune ne passe pas 14 ans à relire des informations horribles, même si je vous en présenterai juste après, puisque ça correspond au thème. Je vous rends le micro. J'adore cette affaire. Oui. Dites-moi. Ma question, c'était un peu comment est-ce que vous gérez ça finalement ? Le mois de janvier était quand même pas mal du tout en termes d'intensité. Pour le premier coup, j'ai cru qu'on était dans un film Netflix où quasiment le nouvel an, on a une invasion d'un pays. Bon, j'en parlerai plus tôt dans ma chronique. Et après, on a ICE, on a les affaires Epstein qui arrivent en parallèle. En France, t'as un budget, t'as des manifestations d'agriculteurs, genre il y a l'Iran. Donc vraiment, genre c'est un peu le bordel de partout. Mais du coup, en vrai de vrai, genre ça va, j'arrive à faire un peu la part des choses. Donc j'arrive pas trop à me à être dans un climat anxiogène. Et je me dis, il y a les élections françaises qui arrivent en 2027. Donc ça va être à nous d'apporter un peu de joie et de lumière dans le monde à ce moment-là. Et tu disais juste avant, Hippo, mais hors antenne finalement, que cette question, elle intervient parce que toi, tu as essayé d'éviter en fait un maximum les nouvelles ce mois-ci parce qu'elles étaient beaucoup trop lourdes en fait pour tout humaine normalement constitué, je crois. Oui, en fait, c'est vrai que c'était un peu une tragédie. Déjà, 1er janvier, dans la nuit du 31 au 1er, Cran Montana. Le 2, violation on kidnappe des présidents. Je sais pas, on arrive en fait sur des pays comme s'ils nous appartenaient. Enfin bref, voilà. Après, il y a le Groenland, il y a l'Iran, il y a l'ICE, je sais pas. Là, j'avoue que ce mois de janvier, il y a Epstein, maintenant il y a Marine Le Pen et tout. Enfin, j'avoue que le mois de janvier, j'étais un peu en mode, on va un peu couper, puisque déjà qu'on voit pas la lumière du soleil. Si en plus de ça, en fait, voilà, moi j'ai cherché des activités, des news positives, il y en avait pas, donc je peux plus. J'ai l'impression que je gère pas. Ça me met très mal quand je vois ces nouvelles-là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on retourne à une époque que l'histoire espérait révolue, en fait. Pardon, mais c'est quoi qui les différencie de la Gestapo? Je sais pas. En fait, je suis contente que certaines personnalités s'insurgent face à ça aux États-Unis. Et voilà, et moi, en fait, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la situation peut-être future en France. En fait, je me dis, ça, c'est les conséquences de l'extrême droite, quoi. Et quand tu vas sur des plateaux télévisés en France, il y en a un, je crois, qui était en mode ouais, faudrait faire comme aux États-Unis, il faudrait faire des rafles et tout. J'étais en mode, mais en fait, ça va, en Big 2026, de dire ça à la télévision. Genre,
déjà, de penser ça, c'est terrible, mais en plus, on l'a laissé dire ça à la télé et ça n'a pas été censuré, genre c'est ok, tu vois. Donc voilà. Oui, et pour en revenir à ta question, Hippo, c'est que pour le coup, alors Grand Montana, etc., il me semble que j'étais pas au taf, mais Minneapolis, je m'en souviens très bien, puisqu'en fait, moi j'étais au taf donc le soir, pour nous il était 22h, quoi, et en fait l'assassinat s'est passé à peu près à 21h heure française. Et je vois ça sur CNN. Et je vois gros bordel et tout. Je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc pendant 2 heures, en fait, je dérush les vidéos du meurtre. Pendant 2 heures qui tourne partout sur Twitter. Parce que les Américains utilisent encore beaucoup X. Donc quand il se passe quelque chose là-bas, même à l'étranger, en soit en Iran, etc., on utilise beaucoup X pour récupérer des images. Mais c'est un enfer. C'est-à-dire, je matais le clip pour vérifier déjà que ce soit pas de l'IA, que... Enfin voilà, bref. Une fois que c'est repris par CNN, globalement, tu sais que c'est bon. Et là, t'entends... Enfin, le lendemain, c'est le bordel, quoi. T'entends la conférence de presse du maire qui dit mais barrez-vous, sinon on vous fait sortir. Et là, tu te dis mais ça va partir en guerre civile. Si les autorités en fait étatiques commencent à contrer l'autorité fédérale, ça va être très très problématique. Enfin dinguerie. Voilà. Donc je peux comprendre totalement ce truc de allez, on coupe tout de suite parce que en fait là, mon cerveau peut pas du tout gérer toutes ces informations. Mais rassurez-vous, parce qu'on peut couper en fait l'information aux États-Unis, mais en France. Qu'en est-il en France? Eh bien, il se trouve que la police pue la merde également en France. Le 15 janvier, El Hassen Diarra est décédé dans un commissariat à Paris. Alors, dans une vidéo amateur de son arrestation, on entend l'homme de 35 ans demander aux agents de police d'arrêter de l'étrangler parce qu'il ne peut plus respirer. Tiens donc, ça ne vous rappelle rien. Ce contrôle violent est suivi par des chutes, des coups de taser et un mauvais traitement en garde à vue. Ça, ce sont les journalistes de France Info qui le rappellent. Et puis, El Hassen Diarra succombera d'un arrêt cardiaque en garde à vue. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce décès? Alors, moi, j'en avais entendu parler, mais bien sûr, pas à travers les réseaux, enfin, pas à travers les médias, on va dire, dominants mainstream. Mais j'en avais vu sur Twitter et du coup sur Instagram, parce que bah, c'était beaucoup relayé par, on va dire, les syndicats et les forces politiques de gauche. Après, c'est pas étonnant que ce soit pas relayé par les médias mainstream, parce que bah, même on peut faire la comparaison avec l'affaire Epstein, qui n'est pas du tout discutée dans les médias mainstream, alors que c'est quand même un événement où on a une poignée de milliardaires qui ont vécu sur une île quasiment sans règles, qui ont pu faire tout ce qu'ils veulent. Donc en fait, on voit bien que les médias mainstream protègent leurs propres intérêts et protègent un peu les intérêts de leur propre classe sociale et les gens qui les défendent. Oui, moi j'avais vu passer l'affaire. J'ai aussi vu passer le préfet de... pardon, c'est le ministre de l'Intérieur, la Nuez. Oui, c'est ça, qui disait qu'il n'y avait pas besoin en fait de suspendre les policiers, que bon, en fait, le besoin d'enquête n'est pas tellement là, alors que je sais pas, il y a quand même en fait des vidéos, enfin, d'un homme qui est mort en garde à vue, et il y a des vidéos qui témoignent de ça, donc je sais pas, enfin, je suis un peu en mode, mais là, on est chez les fous ou quoi? Donc oui, après, c'est vrai que comme Elias, ça n'a pas été repris partout. Enfin, disons qu'il y a certaines chaînes qui se sont un peu abstenues d'en parler pour des raisons évidentes, mais c'est une tragédie, quoi. Alors après, je sais pas s'il y a des vidéos au commissariat. Moi, j'ai vu des vidéos dans la rue. Mais bon, je vais peut-être pas vous inciter à aller voir sur les réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment, allez-y, allez voir quelqu'un mourir en garde à vue. C'est vraiment formidable. Non, mais voilà, en fait, moi, je posais cette question parce que j'en avais entendu parler très vaguement. Et c'est surtout qu'après, on découvre que cette affaire-là était beaucoup moins médiatisée que les 2 meurtres à Minneapolis, qui devaient être médiatisés dans tous les cas. C'est pas du tout la question, mais c'est le 2 poids 2 mesures quand en fait on a quelqu'un qui décède et qui est d'origine africaine. Alors je dis africaine parce que pour dire qu'il est noir en fait, il est d'origine mauritanienne. Est-ce que si ça avait été un blanc, on n'aurait pas plus entendu? Je pose la question. Et vous savez qui pose aussi beaucoup de questions? C'est Pascal Pro sur CNews. Voilà, je vous propose un petit florilège parce que j'ai vu quand même 2-3 choses qui m'ont un petit peu irrité ce mois-ci. Alors un petit vrai ou faux. Est-ce que selon vous, vrai ou faux donc, CNews a relayé, sans faire exprès, un appel à une manifestation en indiquant les horaires et les lieux précis d'un rassemblement? Est-ce que selon vous c'est vrai ou c'est faux? S'ils l'ont pas fait exprès, c'est possible. Alors moi, je pense que c'est 100% vrai, et je crois que tu fais référence à la manif d'Alliance, non?
Mais si, bien sûr, ils ont relayé la manifestation des policiers organisée le 31 janvier. Mais bien sûr, Alliance, donc ce syndicat qui est classé à l'extrême droite, évidemment, et qui est également présent sur tous les médias mainstream, hein. Dès qu'il y a une affaire policière, il faut savoir que quand vous avez un représentant de la police qui parle, il ne connaît rien à l'affaire, et 2, il provient d'Alliance qui soutient ouvertement les politiques de répression de mobilisation et donc classé à l'extrême droite. Bref, donc du coup, sur le site de CNews, vous pouvez voir exactement tous les lieux, places, donc il précise vraiment la place, l'heure à laquelle il faut arriver, etc. Ce qui est fait en presse locale, puisqu'au Progrès on le faisait, mais pour des vraies manifestations, en fait. Voilà. Miam, 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 la démocratie. On finit avec un deuxième vrai ou faux, parce qu'en fait, il faut qu'on passe à la suite aussi, qu'on arrête un petit peu de parler de la police. Vrai ou faux? Pascal Praud, le 13 janvier, a déclaré: manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Ils partagent leurs convictions et parfois même leurs origines. Ce n'est pas facile pour les policiers. Voilà. Bon, j'arrête. Vous savez que c'est vrai. Voilà, allez, c'est pas facile tous les jours de suivre les mobilisations. Et vous savez quoi? Moi, dans tout ce marasme, j'ai surtout besoin de musique. Voilà. Alors Val, qu'est-ce que tu me chantes là? Let's go. Question, qu'est-ce que tu me chantes là? Tout d'abord, je vous chante une très bonne année à tous et à toutes. Puisse le sort vous être favorable en cette fin du premier mois de 2026, qui n'a tristement pas été de tout repos à échelle internationale. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à l'actualité pour se rendre compte qu'aucun des 4 coins du monde ne semble tourner rond à l'heure actuelle. Notamment notre présumée plus grande puissance démocratique mondiale, pardon. Mais enfin, mes pairs se chargent d'ores et déjà de vous l'évoquer. Pour ma part, c'est d'abord avec un peu plus de légèreté que je vais vous parler aujourd'hui de territoires tout autres, comme l'Amérique latine, l'Australie et même l'Europe, dont notre pays, la France. Alors vous vous dites sûrement, question, pourquoi qu'ont-ils en commun? Eh bien, en ce 1er janvier, les chaînes musicales du groupe emblématique MTV ont cessé d'émettre dans toutes les régions que je viens de vous mentionner. Je vous avais prévenu, une fois mise en perspective, c'est une info plutôt dérisoire. Mais en réalité, ça clôt symboliquement la fin d'une ère, celle à laquelle on découvrait et savourait la musique au travers des clips vidéo. Bon, enfin, on en a déjà parlé il y a quelques mois, je vous invite donc à faire un CTRL Z pour redécouvrir ce sujet. Moi, je vais faire un CTRL Z pour revenir à la fin des années 80 afin de vous raconter une histoire. Plutôt une période triomphante pour la chaîne de télévision, celle à laquelle la video killed the radio star. Oui, quand les nouvelles technologies, dont la vidéo, ont créé une injonction supplémentaire auprès des artistes diffusés aux radios d'être belles et beaux, de soigner son style vestimentaire, son esthétisme et aussi son corps. Et par soigner son corps, que je mets entre guillemets, j'entends correspondre aux critères de beauté de l'époque, de jolis traits au visage et des corps fins ou bien sveltes et athlétiques qui s'avèrent finalement être toujours les mêmes aujourd'hui. Bah oui, parce que si le clip permet une narration audiovisuelle, il implique aussi d'être incarné par les artistes. Sauf si les artistes ne sont pas si jolis à voir. Est-ce que vous me voyez venir? Et oui, à la fin des années 80 et début des années 90, bon nombre de tubes planétaires sont portés par une voix qui ne correspond pas aux silhouettes qui se l'approprient. Lors de prestations télé, sur les pochettes de disques et bien sûr dans nos fameux clips vidéo. Alors vous connaissez sûrement le scandale Milli Vanilli, 2 jeunes hommes, l'un allemand, l'autre français, que le producteur Frank Farian avait repéré et décidé de produire en misant tout sur leur capitale beauté, mais vraiment tout, au point qu'il a employé d'autres interprètes pour prêter leur voix au duo, qui ne faisait donc office que de vitrine esthétique. Une vitrine plutôt réussie avec 5 top 5 aux États-Unis, dont 3 numéro 1. Jusqu'à ce que la supercherie soit révélée au grand jour par notre charlatan de Frank, à la suite d'un playback raté aux Grammys. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la mécanique inverse, puisque tout commence avec une voix, celle de la chanteuse Martha Wash. Ça vous dit rien? Si je vous dis « It's raining men »,« Hallelujah, it's raining men », bon, bah en fait c'est elle derrière ce tube de 1982, aux côtés d'Izora Armstead, sous le nom du duo The Weather Girls, les filles de la météo. Autant vous dire qu'elle ne se doutait pas que l'industrie allait lui faire le beau temps, mais aussi la pluie. J'espère par ailleurs vous avoir au moins déclenché un petit rictus avec ce jeu de mots. Bon. Notez avant tout que Martha Wash est une chanteuse noire de forte corpulence. Je ne le précise pas pour la définir exclusivement au travers de ses critères, mais bien parce qu'il joue un rôle dans notre histoire. Fin des années 80, début 90, Martha va être recrutée par plusieurs groupes de producteurs à chaque fois pour enregistrer des maquettes, n'ayant donc pas vocation à constituer les versions finales de chansons.
Aussi bien les producteurs C+C Music que la formation italienne Black Box font appel à elle et la rémunèrent forfaitairement une misère, honnêtement. Sauf que, quelle n'est pas la surprise de Martha de s'entendre en radio à plusieurs années d'intervalle alors que ses enregistrements présumés démos sont devenus de réels tubes mondiaux. Voilà, les uns comme les autres ont gardé sa voix sans la créditer nulle part en tant que chanteuse principale, ce qui a effacé non seulement son nom, mais aussi les redevances qui lui étaient dues en tant qu'interprète. Bah oui, soi-disant qu'elle ne serait que choriste. Autant vous dire que c'est rien de plus que la dame derrière l'iconique Everybody dance now. Et vous savez quoi? Dans les deux cas, d'autres femmes, Catherine Kinol d'un côté, mannequin, Zelma Davis, chanteuse qui s'est avérée être plus mince, tiens, comme par hasard, sont employées afin de chanter en playback sur la voix de Martha dans les clips et sur scène. Bah oui, qui préférerait la voir elle, une femme grosse et talentueuse à la voix aussi singulière que puissante, alors qu'on pourrait recruter une doublure qui a le mérite de correspondre aux standards de beauté et donc de bien mieux rendre à la télé. Bon, j'espère que vous décelez ici mon ironie. Elle finira par traîner les affaires en justice pour fraude et appropriation commerciale et les deux se régleront hors de tribunal en sa faveur en l'échange d'un dédommagement monétaire qu'on imagine considérable et d'une mention de son nom dans les futurs pressages de disques. Elle fait même changer la loi aux US, contraignant tout crédit musical de comprendre la mention des artistes derrière les voix d'interprètes, principaux et choristes. Cette histoire, elle retranscrit très bien le poids de l'apparence et les conséquences on ne peut plus discriminantes que celle-ci peut avoir. Pour autant, Martha a su réclamer son dû sans broncher. Alors, suggestion sans transition, ne vous excusez jamais d'être qui vous êtes. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai eu beaucoup de temps libre en ce mois de janvier pour ma part, et n'ai fait que constater la violence et la haine qui n'a cessé de se propager un peu partout. Une haine déferlée à l'encontre de personnes simplement pour qui elles sont, d'où elles viennent et ce qu'elles revendiquent. Donc, face à ce climat des plus anxiogènes, il n'y a rien de plus brave que d'être inconditionnellement vous-même. Et de là me vient une question, à tour de rôle, est-ce que vous pourriez me nommer un trait, qu'il soit physique, de personnalité, peut-être un toc, qui vous irrite ou qui vous dérange chez vous de prime abord, mais que vous vous efforcez d'accepter? Bon, en tout cas, sur les mots de la grande Jessie G, don't lose who you are in the blur of the stars. À la prochaine. Bon, moi, j'ai un exemple très précis, un petit peu politique. C'est plutôt ma voix et ma manière de me mouvoir dans l'espace, parce qu'on m'a beaucoup dit on m'a dit que je courais comme un PD, on m'a dit que je parlais comme un PD, on m'a fait beaucoup de réflexions sur ma manière de marcher, on disait que je tordais le cul comme les meufs, etc. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses comme ça, plutôt primaire, collège, donc ça a été très compliqué. Moi, j'ai essayé de cacher, j'ai essayé de baisser ma voix comme le font certaines femmes d'ailleurs, pour être mieux écoutée dans l'espace public. Je vous raconterai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Et du coup, je m'efforce de célébrer plutôt cette différence et cette diversité, parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir la même voix et la même manière de se mouvoir que les autres, sauf à se confondre. Donc voilà, je dirais ça, de manière politique finalement, en mode revendication. Moi, c'est un peu similaire à Ervan, c'est un peu le fait d'être un peu bruyante et tout, assez exubérante. J'avoue que c'était un peu un truc, tu sais, un peu en mode, mais en fait, t'es une fille, donc tu veux pas être un peu plus docile. Mais j'avoue qu'en vrai, ça me plaît bien, genre un peu d'être un peu en mode grande gueule et tout, je trouve ça assez sympathique. Les micros aiment moins, en revanche, je vous le dis, on est... Non, il l'adore. Moi, je dirais mes cheveux bouclés. Genre, j'aime bien mes petites boucles, que j'ai mis longtemps à accepter d'ailleurs. Et personnalité, je dirais mon côté sensible ou incroyablement charismatique aussi. Mais ça, c'est libre d'interprétation. Alors moi, je dirais que de base, c'était mon cheveu sur la langue que j'ai. D'ailleurs, on se rappelle de notre prof de maths en première qui est, voilà. Mais en vrai de vrai, maintenant, ça va, je l'accepte. Donc voilà. Moralité, aimez-vous comme vous êtes, et la vie sera toujours une fête, évidemment. Bon alors, grâce à cette chronique, j'ai compris l'importance de la visibilité. Et justement, après ce lot de mauvaises nouvelles, est-ce que je ne vous donnerai pas une bonne nouvelle? Question très simple. Quiz de haute voltige. Quel monument va être recouvert par le... Va être. Vous avez noté la liaison qui n'existe pas. Quel monument va être recouvert par le nom de 72 femmes scientifiques? The Eiffel Tower. C'est une bonne réponse. Bravo. Voilà un peu de contexte. Alors, la Dame de Fer, évidemment, qui n'est pas Apolline, mais qui est la Tour Eiffel, est déjà recouverte de 72 gravures à l'effigie
de mal. Et donc la mairie de Paris, qui est la société qui gère le monument, on fait appel à l'association Femmes et Sciences, on fait appel, cette fois c'est bon la liaison, pour rééquilibrer la balance. Voilà, donc l'idée c'est qu'ils vont mettre 72 noms de femmes scientifiques au-dessus des 72 hommes. Bon, je participe quand même à l'invisibilisation puisque je n'ai pas le nom des 72 femmes, et pourtant je n'ai pas d'excuses, non, parce que désormais, je me souviens de tout. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why Et oui, en janvier, je fais le Dry January, et donc pas de blackout. Alors le concept, vous le connaissez, vous obligez vos potes à commander une pinte de limonade pour leur montrer que non, ce n'est pas au lactose que tu es intolérant, Michel, c'est au litre de bière que tu t'enfiles toutes les semaines avec tes copains. Le houblon, ça fait bobo à la tête et au bidon, évidemment. Après, entre nous, la mauvaise humeur, bof, comme effet secondaire, mais la diarrhée, j'accepte. Une étude très scientifique parue dans Mon Cerveau a prouvé que quand vous faites caca au taf, vous êtes payé pour ça. Et donc, c'est totalement OK d'épuiser le capitalisme par le caca. Et je vous assure que dans cette discipline, j'ai beaucoup de ressources. Où trouve-t-il toute cette énergie? Amphitolbiac à skip. Allez bref, pour être plus honnête avec vous, parce que l'honnêteté c'est vraiment ma valeur cardinale, faux, comme disent les pédocriminels, je suis aussi hypocrite qu'un programme de gauche écrit par le PS, mais passons. Pour être plus honnête, donc pas comme Olivier Faure, j'ai arrêté de boire de l'alcool en août 2025. L'abstinence, ça me connaît. Pardon, non j'ai encore tout whipping comme disent les jeunes. Ah, et elles sont vraiment en avance sur leur temps. Hein. Moi à leur époque, j'avais même pas le temps de dire oui, pin. Je faisais mon devoir de pote, c'est tout. Mais en fait, c'est ça mon problème. Les lobbies sont trop forts en France. Jamais personne n'osera remettre en question l'hégémonie du body count. C'est trop ancré dans notre culture latine, je crois, et c'est pas OK. Blague sonore pour nos auditeuristes. Pardon pour les troubles de l'attention. Je conclus. Ce qu'il faut retenir avec le Dry January, c'est qu'en février, les mêmes schémas se répéteront. Et ce sera pareil en mars, et ce sera pareil en avril, et ce sera pareil. T'as capté la logique. Et à chaque fois, tu me dis que tu recommenceras plus, que tu as changé, mais à chaque fois, je te tiens les cheveux dès minuit passé, Cendrillon. Il n'est jamais bon d'abuser des bonnes choses. Et même la modération, parfois, c'est déjà trop. Dry ou wet, c'est pas important en fait. Le principal, c'est que vous respectiez les limites que vous fixez, et pas celles que la société ou les lobbies du vin vous imposent. Je vous embrasse. don't hate me 'cause I get attention? Alors, il est vrai, et on en parle beaucoup dans ce podcast, on est un peu chaton mignon sur la consommation de drogue dans cette équipe. Selon vous, comment on a réussi à résister à l'alcool? Parce que on est, je pense, des exceptions. Hein. On n'est pas loin d'être des exceptions. Pour ma part, c'est la peur de vomir en fait. Non mais en fait moi j'avais peur, enfin je l'ai toujours, mais c'est vrai que quand j'étais en terminale c'était vraiment une tragédie. Donc en mode ça m'est arrivé de boire genre 2 verres et après crise d'angoisse, la soirée est finie, j'étais en mode oh, imagine je vomis, imagine je vomis, imagine je vomis, imagine je vomis. Donc du coup j'étais en mode voilà, et un peu je pense un petit peu peut-être peur de perdre du contrôle pour moi, et j'ai un peu la chance que moi j'ai un peu le cerveau d'un enfant de 8 ans sur ça, donc c'est-à-dire que le sucre et la caféine me font l'effet de l'alcool. Donc j'ai juste à boire un verre de Coca et on boycotte, mais j'ai juste à boire un verre de Pepsi et c'est y part. Donc moi j'avoue que c'est pour ça que j'ai un peu j'ai pas versé de dingue. Moi, c'est pas tant le vomi qui m'a fait peur, mais c'est les pubs nord-irlandaises, enfin pas les pubs, les politiques de prévention nord-irlandaises qui sont d'une efficacité sans nom, où tu regardes Bob l'éponge, t'as la pub qui apparaît, et ensuite t'as une pub de prévention d'alcool, où t'as un mec qui arrive en voiture bourré, qui se prend un arbre et qui se projette à travers le pare-choc avant et qui meurt. Et tu vois, sa tête s'est retournée. Donc là, je peux vous dire que ça m'a bien enfin pas euthanasié d'ailleurs, tout le contraire, ça m'a bien vacciné contre l'alcool et drogue et tout, et depuis j'ai un trauma où je ne peux pas boire de l'alcool. Donc si les politiques de prévention françaises veulent prendre un exemple sur les politiques de prévention anglaises, sachez qu'elles sont très efficaces. Oui, bon alors après, traumatiser les enfants, je sais pas, je m'interroge. Oui, en même temps, Morandini est toujours à l'antenne. Bon, alors on l'a beaucoup répété ici, mais on n'est pas les seuls. En fait, c'est une tendance de la génération Z à travers le monde. Oui, c'est un article de Science et Vie qui nous l'apprend. Nous buvons moins que nos aînés en France, en Australie, aux États-Unis, partout. Car nous avons compris que sans alcool, la fête est plus folle, comme dirait Véronique.
selon le magazine. On a également intégré le fait qu'une soirée sans alcool, c'était OK. On a aussi intégré qu'une consommation, même modérée, pouvait avoir des risques. On est devenu de grosses tapettes, comme dirait mon oncle Michel. Je n'ai pas d'oncle Michel. Et dernier élément avancé par cet article, c'est la thune. Et oui, l'alcool, en fait, ça coûte de plus en plus cher. Et depuis quelques années, certains bars proposent de nouvelles options sans alcool qui sont plus sympas que le simple coca. Voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette normalisation du sans-alcool, l'intériorisation des dangers de l'alcool, le manque d'argent lié à l'alcool, la complexité de mes questions liées à l'alcool? Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça rentre en compte aussi dans votre consommation? Eh ben écoute, oui, je me reconnais déjà dans la complexité des énumérations trop longues, étant donné que, comme tout le monde dans ce groupe, si ce n'est Elias, j'ai des petits soucis d'attention. Donc bon, voilà. Et pour ce qui est du reste, ça fait déjà quelques temps moi, que j'ai arrêté l'alcool aussi. Donc voilà, je suis dans des cercles où, même si dans certains cercles, ça a pu peut-être choquer ou surprendre au départ, maintenant c'est totalement... bah, le sans-alcool est totalement banalisé en ce qui me concerne. Et je sais que ça amène aussi à des discussions avec les personnes que je rencontre quand je dis que je bois pas d'alcool. Je reçois plus de réflexions en mode ah bah, tu bois pas, t'es sûr, machin. Après, peut-être aussi parce que je m'entoure pas de ces personnes-là. Mais voilà, c'est plus des dialogues et ça amène à des réflexions d'autres personnes sur leur propre consommation. Donc voilà. Alors pour ma part concernant la normalisation de l'alcool, etc., je saurais pas trop contester la chose puisque je suis le dernier de notre groupe à consommer de l'alcool. Mais pour autant, le sujet du Dry January tombe à pic puisque je l'ai fait ce mois-ci. Tout bonnement parce qu'une pote à moi et moi-même, on s'est rendu compte que notre conso, durant certaines périodes, dépassait franchement les 10-12 bars hebdomadaires considérés comme tolérables ou raisonnables par un organisme de santé certifié, je ne saurais plus mentionner. Et donc voilà, pour cela, on s'est dit go faire le Dry January, déjà pour se prouver. Moi, je voulais avant tout me prouver que c'était possible de faire sans, et ça l'a été, donc fort heureusement. Et que pour autant, ça m'avait pas freiné dans les sorties, puisque j'ai continué à sortir, mais lorsqu'il était question de commander un truc, je prenais une grenadine, ce qui a été plutôt bénéfique aussi bien pour mon corps, ma santé, mais aussi mon porte-monnaie. Donc voilà, le but c'est pas de reprendre à la même cadence ensuite, et c'est pour ça que je me suis donné une mini résolution qui en somme n'a rien de révolutionnaire, mais consiste en l'idée de pas prendre de boissons alcoolisées si je sors en début de semaine, parce que moi je me suis rendu compte que c'était pas tant le volume à chaque fois qui était un problème, mais plutôt la fréquence de la chose. Voilà, là, hop, on sort un coup, une petite pinte, une deuxième à la limite, puis je ressors de soir. Donc voilà. Donc c'est plutôt ça que j'ai à dire sur ce sujet. Et comme l'a dit avant, l'important c'est de savoir respecter les limites qu'on se fixe. Donc voici les miennes. Je dirais que intérioriser les dangers de l'alcool, oui, parce qu'en fait, une dose d'alcool, ça augmente le risque de cancer du sein chez les femmes. Genre même une dose, en mode tu bois une pinte, enfin même pas une pinte du coup, un demi, je sais pas comment on dit. Déjà, ton risque d'avoir un cancer du sein augmente. Et en fait, oui, qu'on n'a pas besoin d'alcool. Moi, genre, j'ai passé, en fait, comme je bois pas ou très peu, mes meilleures soirées étaient sans alcool. Enfin, franchement, j'avoue que c'est pas du tout un truc où ça me manque, où je me dis, ah putain, c'est dommage, en mode là, tu vois, je vais à une soirée, il y a pas trop d'alcool et tout, je m'en tape. En vrai, donc moi, c'est surtout ces deux trucs-là. Genre, c'est un peu dangereux. Et en fait, on rigole très bien sans. Du coup, moi personnellement, je me reconnais dedans, mais après, j'ai jamais été un très grand consommateur d'alcool ou quoi que ce soit, donc je pense que je suis un peu une exception déjà dans la base. Mais autour de moi, il y a beaucoup de gens qui boivent moins d'alcool, et même on passe du coup même des soirées sans alcool ou même des soirées jeux, que ce soit entre nous ou dans des bars à jeux. Et donc j'ai plus l'impression que c'est des phénomènes comme ça qui se développent, où c'est des soirées chill entre potes plutôt que des soirées où on se met des grosses races et le lendemain on se rappelle de rien. Mais ça, je suis totalement d'accord parce que donc j'ai une grosse période où je buvais trop d'alcool en soirée et c'est vrai que le souvenir,
Mais en fait, c'est horrible. Je n'ai aucun souvenir de ces soirées. J'ai le souvenir de moi qui arrive et de moi qui repars. Et parfois, je repars pas dans un bon état. Donc, en fait, c'est pas du tout des bons souvenirs. Et pourtant, moi, je valorisais ça beaucoup. C'est-à-dire que je disais, toute la semaine, je suis sorti, je me suis mis des grosses races. Alors que la réalité, c'est que, un, je m'en souviens pas. Deux, souvent, je chutais. J'avais des bleus de partout. Enfin, c'était un enfer. Quand je dansais à l'Ayers Rock, c'était un enfer. On dansait sur les tables, je tombais de la table, je repartais avec des bleus. Et je disais le lendemain, c'était génial, on a passé une super soirée. Alors que je ne m'en souvenais pas. Et qu'en plus, j'avais dépensé une thune pas possible dans des bières dégueulasses. Dégueulasses. Bref, voilà. Mais je trouve ça fou que ça change autant parce que je pense que c'était pas tellement possible. Enfin, à l'époque de nos parents, moi je vois ma mère qui ne boit pas d'alcool, qui a toujours refusé, etc. C'était toujours l'ovni, genre. C'est la meuf qui boit pas, qui trempe même pas ses lèvres dans un verre de vin, c'est trop gênant, quoi. Et donc là, le fait que nous, ça devienne, comme tu dis, en fait, on peut faire des après-midi dans des bars à jeux où, pour le coup, il n'y a pas d'alcool et ça questionne rien. Enfin, on va pas faire de réflexion en disant « Ah bon, vous êtes sûr, mais est-ce qu'ils vendent de l'alcool ?» Voilà, je trouve ça fou. Je pense qu'il y a quand même dans certains groupes, en mode, t'as quand même un peu une pression à ça. Enfin, je pense que nous, oui, dans notre milieu, pas trop. Enfin, dans notre milieu, en mode, voilà. Mais en mode, moi, j'ai des gens où, pour en avoir déjà parlé, ils étaient un peu en mode, en fait, si tu bois pas, je sais pas, tes potes te foutent un peu la pression, ce qui est un peu une tragédie. Mais je pense beaucoup moins qu'avant quand même. Et il y en a un en tout cas qui n'a jamais, au grand jamais arrêté de boire, c'est Donald Trump. Allez, on en remet une petite couche avec Elias au Café du Commerce. Alors, Donald Trump joue littéralement à risque, mais avec des pays réels maintenant. Alors, le scénario est plutôt simple, très simple, tellement simple qu'on dirait un tuto YouTube. Donc, on va commencer par accuser un gouvernement de narco-terrorisme. On bombarde des bateaux civils, on enlève le président, jusqu'à là tout va bien. On bloque les recettes pétrolières et on explique que l'argent serait désormais géré depuis Washington. Et oui, bienvenue en 2026, bienvenue dans la politique étrangère de Donald Trump et des États-Unis. Ce tuto, les États-Unis viennent de l'appliquer au Venezuela, sans mandat international, sans décision de l'ONU, sans la moindre gêne. Donc ils ont kidnappé un président en exercice, puis ont annoncé qu'ils allaient désormais superviser la vente du pétrole vénézuélien, placer les revenus sur des comptes contrôlés par le Trésor américain et accompagner les décisions budgétaires du pays. Autrement dit, un pays souverain, un État souverain, traité comme une entreprise en redressement judiciaire. Et le plus frappant, c'est que tout ça est présenté non pas comme une agression, mais comme une bonne gestion. Et personne dans le monde entier n'a réagi. Même méthode, autre terrain. Cuba. Trump déclare que Cuba est une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis. Cuba, un pays sous blocus depuis 1962, mais puni quand même par les États-Unis. Aujourd'hui, ils ont une pression maximale sur les livraisons de pétrole, menace contre les pays fournisseurs, coupure d'électricité en cascade et 15 à 20 jours de réserves énergétiques restantes. C'est un chantage à la survie, on n'exporte plus la démocratie, on coupe le courant jusqu'à ce que le régime tombe. Et puis il y a le Groenland. Trump affirme très sérieusement que le Groenland est indispensable à la sécurité nationale des États-Unis. Alors là, on s'interroge. Qu'est-ce qui menace l'Amérique depuis le Groenland ? Est-ce que c'est une attaque surprise d'ours polaires, des glaciers armés de missiles, des igloos pro-chinois ? Parce que le vrai sujet, évidemment, c'est pas les ours. Le vrai sujet, ce sont les terres rares, le lithium, le graphite, le contrôle stratégique de l'Arctique et surtout la Chine. Car derrière tout ça, il y a une obsession, empêcher la Chine de sécuriser ses approvisionnements. La Chine investit en Amérique latine, elle commerce avec Cuba, elle s'intéresse à l'Arctique et pour Washington, c'est insupportable. Donc on ressort une vieille recette, la doctrine Monroe. Alors qu'est-ce que c'est la doctrine Monroe ? C'est une idée du 19e siècle, très simple, l'Amérique aux Américains, à comprendre aux États-Unis. L'Amérique latine comme arrière-cour, les ressources comme propriété implicite et toute influence étrangère considérée comme une menace. Trump ne fait pas autre chose, il actualise la doctrine Monroe au XXIe siècle avec des sanctions, des blocus, des bases militaires et maintenant des enlèvements de chefs d'État. Venezuela, Cuba, Groenland, 3 situations différentes mais avec une seule logique. Le monde est vu comme un plateau de Monopoly, ici il y a le pétrole, là-bas il y a les minerais, plus loin il y a un territoire stratégique et quand un pays résiste, on change l'étiquette, hier c'était une dictature, aujourd'hui c'est du narcoterrorisme et demain ce serait une menace existentielle. Tout devient littéralement un prétexte pour piétiner le droit international. Alors la vraie question pour nous en France, elle est là. Est-ce qu'on accepte l'alignement automatique sur Washington ?
une OTAN qui sert de notaire à l'impérialisme, un monde dominé par la loi du plus fort, ou est-ce qu'on choisit autre chose, comme le non-alignement, la coopération avec les pays du Sud global, le respect de la souveraineté des peuples, le refus des blocus, des sanctions, des guerres économiques? Parce que résister à l'impérialisme, ce n'est pas être anti-américain, c'est être pro-droit international, pro-paix et pro-souveraineté. Le vrai danger, ce n'est pas que Trump parle d'attaquer le Groenland, le vrai danger, c'est que pendant qu'on rigole sur les ours polaires, il affame Cuba, met le Venezuela sous tutelle et banalise le retour de la loi du plus fort. Alors face à l'impérialisme et à la loi du plus fort, notre arme la plus puissante reste la même, la solidarité entre les peuples, le non-alignement et la certitude qu'un autre monde est non seulement nécessaire, mais possible. Listen to me. Merci pour ce rappel qui est utile en fait, parce que moi j'ai eu du mal, pour être très honnête, à suivre tout ça. J'ai vu qu'il avait été enlevé Maduro et après j'ai fait très bien. Allez, j'oublie. Il veut envahir le Groenland, très bien. Allez, j'étais juste ravi quand on a compris que c'était juste une grosse vanne qui s'est faite pendant 2 semaines. Le gars a juste entretenu les médias en mode ouais je vais les envahir, et puis 2 semaines après il a dit non, ça m'amuse plus. Enfin, ce qui est quand même assez fou, on parle d'envahir un pays. Et donc moi j'ai essayé de chercher l'insolite pour qu'on parle aussi de ce sujet. Et j'ai trouvé cette histoire qui avait été racontée à la radio. Il se trouve que juste avant le coup d'État donc de Trump qui enlève Maduro, il y a un monsieur qui a misé $35,000 sur Polymarket, sur justement l'éviction improbable à l'époque du président vénézuélien avant le 31 janvier. Juste avant, juste la veille, comme de par hasard. $33,000 précisément. Et du coup, le lendemain, avec la cote de cette plateforme de paris où tu paries sur tout et n'importe quoi, il a gagné $400,000. Alors, en France, c'est impossible de faire ça, sauf à télécharger un VPN, puisque le site est bloqué. Mais on peut quand même voir les paris. Et donc, Elias, tu vas quitter cet écran, puisqu'on va jouer à un petit jeu très simple. Vous allez vous affronter, mes chers amis, Hippo et Elias. Vous allez essayer de donner le plus de bonnes réponses. Ça va être le plus simple. On va jouer donc avec les paris des parieurs internationaux sur le sport, la géopolitique, la politique française. C'est parti. This as good as I can be. Première question. Et on commencera avec Hippo. Qui va gagner la prochaine Coupe du Monde de football, selon Polymarket? Je dirais genre Espagne ou Angleterre, parce que je sais qu'ils ont des bons clubs. Après, je sais que les clubs, ce n'est pas la même chose que les... Merci. C'est votre réponse? Espagne ou Angleterre, ou tu veux en dire un sur les deux? Je dis les deux, je valide. C'est une excellente réponse. Première position, l'Espagne avec 16%. Deuxième position, l'Angleterre avec 14%. Je vous offre 2 points. Parce que ce petit culot de dire « Oui, je dis l'un des deux, vous me donnez le top 2 », je vous accorde 2 points. Prochaine question, Elias. Qui va gagner la prochaine élection présidentielle en France, selon Polymarket? Et si tu me donnes le deuxième, ou la deuxième, je te donne également 2 points. Et bien si tu donnes juste le bon premier ou première, c'est ok. Alors, on dit bien d'après Polymarket, pas depuis d'après Polymarket, je dirais que le premier c'est Bardella. Parce que je pense que je pense qu'il a beaucoup de charisme, que c'est un homme extraordinairement culturé. Et brillant. Non, je pense qu'il est beaucoup plus connu d'un point de vue international et que Marine Le Pen, elle est un peu vue comme out, d'autant plus avec tous les procès qu'elle a eu. Donc, je dirais qu'il price, comme on dirait en finance, Bardella en number one. Et en deuxième, alors ça peut être une bonne question, mais je vais jeter une pierre dans la mare et je dirais Retailleau. C'est une bonne réponse pour Jordan Bardella, qui est donné vainqueur avec 31% des votes. Je rappelle que c'est même pas des sondages, c'est juste des estimations. Et la deuxième personnalité qui arrive dans ce classement, elle a 15% de voix favorables. Et ça n'est pas Bruno Retailleau, c'est Édouard Philippe, figurez-vous. La remontada. 2-1. On continue. Apolline, vous êtes en tête. Géopolitique. Les États-Unis, selon Polymarket, vont-ils mener une opération anti-cartel sur le sol mexicain avant le 31 janvier? Nous sommes après le 31 janvier. Donc là, c'est clairement, est-ce que
Polly Marquette s'est trompé. Je pense qu'il y a moyen qu'il se soit trompé. Parce qu'il en parlait énormément, Trump, voilà, enfin c'était vraiment le narcotrafic, pour pas en fait release les Epstein Files. Pour qui je me prends à faire la bilingue. Mais comme il a beaucoup parlé de ça, je pense que ils ont dû dire oui vu ce qui s'est passé après le Venezuela, mais en fait il y a rien eu en fin de compte parce que c'est un gros lâche. Enfin pas que ce soit lâche de pas faire ça, mais enfin bon. Enfin voilà, il est inutile sur 10. C'est une très bonne réponse. Il pensait à 99% de chance que Trump allait mener une opération sur le sol mexicain. 3-1. L'ayatollah Khamenei, Elias, sera-t-il encore guide suprême de l'Iran d'ici le 28 février, selon Polly Marquette? Je dirais que d'après Polly Marquette, ils doivent penser majoritairement qu'il serait encore guide suprême de l'Iran d'ici le 28 février. Hippo, vous disiez, pardon? J'aurais dit l'inverse, je pense. Je pense qu'il y en a pas mal qui pensaient que Trump il allait faire une intervention. Ah, mais en même temps, oui, bah si, parce qu'en fait, ils ont des ressources rares, donc je pense que s'il y en a qui disent qu'il va déblayer. Elias, Hippo, qui de vous deux a raison? C'est Elias qui a raison. Il pensait à 89%. Enfin, il pense toujours, puisque le 28 février n'est pas passé. Il pense que oui, il sera encore guide suprême de l'Iran d'ici le 28 février. Comme vous avez un point d'avance, et que j'aime bien parfois quand il n'y a pas de vainqueur, de domination, je vais poser une autre question à Elias, qui donc désignera une égalité ou une gagnante. Selon Polly Marquette, Elias, les USA vont-ils frapper l'Iran au mois de février? Et si oui, quand? Parce que tu peux voter pour la date. C'est horrible, non. Pardon, c'est horrible. Donc, il y a deux questions. Si tu me réponds que les USA ne frapperont pas l'Iran, bon bah ils frapperont pas l'Iran au mois de février. Mais si tu me réponds oui, il me faut une date pour gagner. Et Hippo, tu pourras jouer aussi quand même. On va faire une suite logique. Normalement, le guide suprême est encore là d'ici le 28 février. En théorie, s'il est encore là, ça veut dire que les États-Unis n'ont pas fait une intervention armée, ou que du coup le peuple iranien n'a pas réussi à le renverser pour l'instant. Donc, par logique, je dirais qu'il n'y aura pas d'intervention américaine avant le 28 février. La réponse est non. C'est ma dernière réponse. Hippo, qu'est-ce que tu aurais répondu toi? Oui ou non? Est-ce que les USA vont frapper l'Iran? Je pense que je suis d'accord avec Elias parce que en fait, si ça avait été il y a 2-3 semaines, j'aurais peut-être dit oui parce que Trump il avait fait pas mal miroiter le fait qu'il allait intervenir et tout ça. Enfin, il disait un peu aux Iraniens descendez dans la rue, je serai là. Gros lâche, personne n'est là. Donc je pense que non, il va pas non plus. Voilà, je pense que Polly Marquette là a dit en majorité 9. C'est une excellente réponse, bravo, bravo. C'est beau de vous voir unis comme ça et de remporter tous les deux ce jeu complètement débile. Oui, c'était non à 77%. Et donc après toutes les dates, en fait, c'était plus ou moins 1%. C'était pas très, c'est pas très relevant. Mais en effet, ils sont quand même logiques dans leur vote. C'est intéressant de le souligner. Vous pouvez aussi voter sur le nombre de hashtags que Musk va utiliser pendant le mois. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Les cessez-le-feu en Ukraine. Et puis des choses, bien sûr, sur la politique. Hein. Ça, ils adorent. Qui pour succéder Trump, qui pour succéder Kamala Harris, etc. Flippant, hein, quand même, globalement, mais fascinant. Et fascinante, elle l'est encore plus, surtout depuis qu'elle est de retour avec sa chronique. Marie, on écoute ton mot de la fin. Hello jeunes gens. Bon, j'aimerais d'abord commencer cette chronique par un mea culpa. Après écriture, j'ai réalisé qu'elle ne vous était pas vraiment adressée. Veuillez m'excuser. Mais malgré cela, j'aime à croire que vous vous y reconnaîtrez d'une manière ou d'une autre. Allez, bonne écoute, jeune fou. Le 22 décembre dernier, sans crier gare, mon corps a pris une résolution que j'ai eu grand plaisir à suivre. Ainsi, à la surprise générale, j'ai commencé à courir. Vite, très vite. Une course sans début ni fin,
mais dont le but ne m'a jamais échappé. Un peu d'honnêteté me pousserait sans doute à vous admettre qu'elle avait déjà commencé quelques mois plus tôt. Pas autant déterminée, mais tout aussi désespérée. Alors j'ai couru. Noël, le Nouvel An, le temps est passé à une allure bien trop rapide pour prendre la mesure des événements. Janvier ? C'était un peu comme si ce dernier mois n'avait jamais existé. Objectif atteint. Je n'ai jamais autant couru, et plus saisissant encore, avec une telle vélocité. Seulement voilà, ces dernières semaines, mes cavales se firent plus irrégulières. Il m'a semblé vouloir faire la course devant un métro, sur une autoroute, dans un ravin, je ne sais plus très bien. Pire encore, j'ai failli faire une pause. Puis, bien malgré moi, il a fallu me rendre à l'évidence. La magie des premiers temps commençait à perdre de son éclat. Cela faisait des semaines que je courais. Des semaines. Pourtant, je n'ai jamais vraiment bougé de l'endroit que j'essayais de fuir. Et c'est comme ça que tu m'as rattrapé. Ou ton absence, plutôt. J'aurais douté le jour où j'aurais à écrire ces mots. Je peine encore à les prononcer. Tu n'es plus là. Ça sonne faux, presque fou. On dirait un mensonge, quelque chose qu'il y a quelques mois encore n'aurait jamais pu se produire. Et pourtant, l'absence, c'est le fait de ne pas se trouver là où sa présence est escomptée, là où on devrait être, là où tu devrais être. Être absent, étymologiquement, c'est être loin d'eux, c'est ne pas exister, manquer à l'endroit dans lequel on devrait se trouver. L'absence, c'est la non-présence. Quand on s'absente, on laisse un vide dans l'espace qu'on est censé combler. Et c'est amusant comme un mot, un seul, suffit à expliquer le trou béant que ton départ laisse en moi. L'absence, c'est remarquer tous les jours que tu manques à l'appel. Le matin, à mon réveil, lorsque j'ai le réflexe de chercher la source de chaleur qui m'a accompagnée toute la nuit. Avant de partir travailler, quand je n'ai plus besoin de vérifier si les chemins que tu empruntes ne sont pas clos. Je n'aurais jamais cru qu'une porte me ferait penser à toi. Fermée, elle m'insupporte. Tu n'aurais pas aimé ça. Mais ouverte, elle me rappelle que tu ne passes plus son palier. Ensuite, je passe ma journée au travail et, comme souvent, j'envie le moment où je rentrerai pour te retrouver. Puis vient l'instant fatidique, je finis par revenir à l'appart et durant quelques secondes, j'espère encore. Peut-être qu'aujourd'hui, tu viendras m'accueillir, partager entre la joie de me revoir et le chagrin de notre séparation. Mais le silence qui envahit la pièce ne laisse aucune place au doute. Vide. Tout est vide. Vide de toi. Pourtant, mon cœur a encore du mal à concevoir que tu n'occupes plus les endroits où j'avais l'habitude de te retrouver. Il te cherche, partout, dans des sons familiers, des souvenirs, des images, des instants qui me font penser à toi. Puis, je réalise que tout peut me faire penser à toi. Tu es partout, mais tu n'es plus là. On dit qu'il y a des êtres qui justifient le monde. Toi, tu justifiais le mien. Mais les autres mondes continuent de tourner comme si la plus grosse tragédie ne venait pas de se produire. Et moi, j'ai peur de m'arrêter pour réaliser que tu n'es plus à mes côtés. Il faut dire que j'ai passé ces 17 dernières années à organiser mon quotidien autour de toi. C'est simple, je ne me souviens plus de moi avant toi. Tu as toujours été là. Dans mes habitudes, mes joies, mes peurs, mes fiertés, mes peines. Tu as toujours été là, comme une béquille sur laquelle je pouvais m'appuyer quoi qu'il advienne. Tu as toujours été là. Et désormais, je suis censée me débrouiller sans ton aide. Je crois que ce qui me terrifie dans tout ça, c'est que maintenant, je dois apprendre à grandir sans toi. Tu as toujours été là. Ironique comme passage à l'âge adulte, comme si la perte de l'un des êtres les plus importants à mes yeux allait m'aider à avancer. Mais pour autant, j'ai envie de croire que ta présence m'a apporté bien plus que ce que m'a enlevé ton départ. Oui, tu n'es plus là.
Mais bon sang, qu'est-ce que tu as été là? Tu m'as accompagnée durant toute mon enfance, mon adolescence, le début de ma vie d'adulte, des étapes charnières dans la vie d'un humain. Et je ne pense pas que ta présence dans des instants aussi cruciaux fut le fruit du hasard. Alors, eh bien, j'aimerais te dire merci. Merci pour tout. Ce serait mentir que de dire que la suite sans toi ne sera pas semée d'embûches, mais il y aura bien et bien une suite. Sans toi, mais aussi grâce à toi. Et qui sait, avec le temps, peut-être que le silence de ton absence ne laissera plus ce trou béant en moi, mais quelque chose de plus doux. J'aime à penser que tu continueras à m'accompagner malgré tout, à travers un amour plus apaisé, un souvenir, une image, un sourire. Allez, à dans une prochaine vie, Queen Bee. Merci Marie pour ces doux mots qui nous font grand bien. Et grand bien, l'Assemblée nationale veut le faire depuis le 26 janvier avec une proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Théma, la transition. L'Assemblée donc française qui veut faire comme l'Australie qui a interdit depuis l'année dernière les réseaux sociaux aux jeunes. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Pour en avoir déjà parlé avec Erwan, un des problèmes, en fait, c'est que si on interdit complètement les réseaux sociaux aux mineurs, les réseaux sociaux, les plateformes n'auront plus la responsabilité en fait de modérer le contenu et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des violences, des trucs comme ça. Sauf que on est bien d'accord que en fait il y aura forcément des contournements. Enfin, je veux dire, on va pas non plus être là dans le pays, il y a plus personne qui n'a jamais accès. Enfin, les moins de 15 ans là, ils auront plus jamais Instagram et tout. Non, ça n'arrivera pas. Donc en fait, c'est juste déresponsabiliser les plateformes. Moi, j'avoue que j'aurais plus été pour un truc où vraiment limiter le scrollage. J'avoue que ça aurait été vraiment un truc pour lequel, parce que vraiment ça nique le cerveau, genre. Enfin, je sais pas comment on dit, mais le fait de scroller, ouais, bah en fait la concentration, la dopamine, enfin vraiment c'est une tragédie. Donc ça, je sais pas trop comment techniquement c'est possible, mais j'aurais été plus dans ce sens-là. Et après, en fait, avoir des réelles en fait règles de modération. Et en fait, tous les trucs homophobes, tous les trucs racistes, sexistes, misogynes, transphobes, enfin bref, toutes les formes d'oppression, même les incitations au suicide et tout, c'est nine. Et vraiment, mais bien réguler ça, parce qu'en fait, t'es là, en 2026, un ado de 14-15 ans, je sais pas dans quel monde on vit pour croire qu'il va pas essayer de contourner ces règles. Enfin, je sais pas. Donc voilà, je pense que modérer, éduquer aurait été peut-être de meilleures choses. Alors, je suis plutôt d'accord avec Apolline où le fait d'interdire les réseaux, ça va juste pousser les gens en fait à aller sur des réseaux non régulés, ce qui risque d'être pire in fine. Même on a eu le cas avec du coup les sites pornographiques qui ont été interdits en France pendant une courte durée. Et en fait, les gens n'ont pas arrêté de consommer du pornographique, mais sont juste allés sur d'autres sites, pardon. Donc en vrai de vrai, en fait, ça n'a aucun sens d'interdire les réseaux aux plus jeunes. Et justement, du coup, il faut déjà mettre en place plus de règles de modération pour empêcher des violences ou des propos haineux d'apparaître sur les feeds. Pareil aussi la proposition dont tu faisais part à Apolline sur scroller sur TikTok ou sur Instagram, elle peut être intéressante aussi, ça permettrait de mieux gérer la concentration. Il y a aussi une grosse part de la responsabilité publique à sensibiliser les plus jeunes dès je pense le collège à tout ce qui est fake news sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, aujourd'hui maintenant les deepfakes, et donc bien faire attention à tout ça, les sensibiliser dès leur plus jeune âge, comme ça ils ont les armes pour justement utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Et du coup, il y a toute une stratégie à repenser par rapport à tout ça, plutôt que juste d'interdire et de choisir la solution de facilité, qui en réalité va juste exacerber encore plus les problèmes dans le futur très proche. Merci pour ce forum. Merci pour toutes vos réponses. Pour finir, je voulais évoquer avec vous le futur. Oui, c'est pas trop dans nos traditions, mais je fais ce que je veux. Est-ce que vous avez, là, pour cette année 2026, un projet, une œuvre, une rencontre, un voyage, un rêve, bref, quelque chose que vous avez envie de faire, que vous voulez graver dans l'audio avant qu'on se quitte, finalement? Damn! Écoutez, parler de l'après, du futur, c'est jamais trop une partie de plaisir pour ma part.
Mais si j'avais quelque chose à mentionner pour ce que je voudrais réaliser en 2026, bah, j'aurais dit retrouver un stage dans le spectacle vivant musical. Et c'est d'ailleurs ce que je m'étais souhaité dans un des épisodes du podcast l'année dernière. Et du coup, c'est Paris gagné, Paris remporté. Je sais plus comment on dit. Mais voilà, puisque j'ai trouvé, et je suis d'ailleurs en stage, là j'ai commencé, une structure qui s'aligne totalement avec ce que j'adore. Donc voilà, je suis super content de ça. Et pour rester toujours dans la vibe musicale, je vais participer à un petit concours à l'échelle locale pour présenter bah voilà, ma passion pour la musique, ma voix, mes aspirations, mes inspirations et même mes petites créations. Donc voilà, je suis aussi content de sauter ce petit pas-là en ce début d'année 2026. Et bah écoute, pour 2026, j'ai un peu l'impression qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre à moi. C'est un peu vertigineux, mais bah, en premier lieu, j'aimerais partir en voyage. Voilà, c'est un projet bah, que vous savez, j'ai depuis un certain temps. Et bah, 2026, c'est l'année où il se réalisera. Donc voilà. Et bah, why not fin 2026 avoir terminé d'écrire mon second roman. Mais ça, je garantis pas. Ce sera peut-être en 2027 vu l'avancée. Donc je ne sais pas vous dire. Mais bon. Alors, j'ai pas, on va dire, de projet à proprement parler directement. Là, je vais juste finir mon mois de février complètement. Mais en vrai de vrai, je viens de finir un voyage à Londres avec mes camarades de classe et c'est assez dommage qu'on l'ait eu si tard dans l'année parce que bah, on s'est beaucoup rapprochés entre nous dans la classe. On a rencontré des nouvelles personnes et tout, donc c'était plutôt cool. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce serait cool de refaire une sorte de voyage de classe en un week-end. Donc je pense que ça pourrait être un bon projet à organiser et avant de littéralement devenir un actif dans la vie et dans la vie de Macron bientôt. Espérons bientôt sous un mandat de gauche, de la vraie gauche, hein, pas du Parti Socialiste. Mais donc voilà, donc je pense que ça pourrait être le projet 2026 et puis bah, évidemment rester en bonne santé, être heureux et toujours avoir les bonnes personnes proches autour de soi. Mes projets pour 2026, je dirais être épanoui, en bonne santé. J'aimerais aussi un peu voyager, découvrir du pays. Et également, je vais faire des concerts. Donc là, je vais voir BTS 3 fois. J'ai pété le livret A 3 fois. J'ai pété le livret A. Et c'est ok. Donc beaucoup de concerts, beaucoup de souvenirs et un petit peu voyager, m'ouvrir à plein de trucs, découvrir plein de choses. Bah moi aussi, hein, beaucoup de voyages puisque je vais voir l'Eurovision quand même en mai, qui constitue peut-être l'un des plus gros événements de ma vie. On dirait que je vais pleurer. En fait, c'est juste. C'est peut-être le plus. Non, mais je pense que c'est l'un des événements qui va me procurer le plus d'émotions ever, ou peut-être pas. Il faut que je fasse attention avec ça parce que la déception est vite arrivée pour des trucs complètement débiles où en fait t'as l'impression que ça va être énorme et ça ne l'est pas. Donc il faut que je fasse un peu attention à ça. Mais voilà. Et puis je me dis, voilà, depuis quelques temps, peut-être laisser de la place un peu à l'amour, finalement, peut-être. Même si l'amour, je l'ai déjà autour de moi. Hippo, Elias, ma rivale, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Oui, c'est la fin, Hippo, vous pouvez rire, vous pouvez vous esclaffer, mais ça se finit comme ça. Moi, j'ai des crêpes à les retourner, et je vous conseille de faire de même. Et en attendant, prenez soin de vous. Oui, Chandler. Bonne Chandler. Je savais pas qu'on disait ça, mais bonne Chandler, c'est Hippo qui vous le dit. Je vous en prie, attention, Apolline va vous souhaiter une bonne Chandler. Bonne Chandler, mangez tout plein de crêpes. Tout plein de crêpes. Allez, des bisous. Bye. Ah non, alors là je dis non. Allez, ciao. Never gonna stop. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. I ain't never gonna stop. No, no. Oh, I ain't never gonna stop. I ain't never gonna stop now, baby. Never gonna stop now, baby, yeah.
I'm there.